Ina, podcast. L'ORTF présente Alors, un peu de silence. Avec le concours de Jean Negroni, Edith Scob, Jean-Pierre Lituac, Rosine Favet, Catherine Georges et Suzanne Michel. Un conte de José Pivin. Bon, fermez vos cahiers. Trois cerisiers. Une porte ensoleillée a découvert un couloir d'ombre et 3 jeunes filles sont sorties de la maison dans la clairière. Dehors, le temps est lourd, chargé de lumière comme une charrette de foin embourbée dans le bleu du ciel. Le chien-loup, étalé sur le seuil, a fait cliqueter sa chaîne en relevant la tête au passage des mollets pour s'assurer que son flair ne l'avait pas trompé. Les filles du garde forestier. Très bien, très bien. Puis, après un soupir qui a fait trembler ses moustaches et rafraîchi ses pattes, il a refermé les yeux, laissant veiller son museau au soleil. Dans le jardin terreux, les choux ont reçu l'ombre des 3 filles suivant l'allée bordée de ciboulettes. Après, c'est la forêt où la chaleur étouffe les oiseaux. Pourtant, quand s'avance devant eux entre les dernières giroflées du jardin, Élisabeth, la blonde, portant comme ses sœurs la fourchette à myrtille et le panier au bras, les oiseaux ont cru entendre appeler pour les jeux de printemps le rouge de ses lèvres et le noir de ses yeux. Et malgré la chaleur, pour lui répondre, les oiseaux ont chanté. Ils ont vu ensuite Charlotte, dont les yeux verts sous les cheveux noirs ont la profondeur d'une source dans l'ombre, et les oiseaux ont chanté leur envie de boire. Puis, la 3e fille du garde forestier a franchi la lisière. Elle a une figure large, presque pas de front, et elle est pâle avec quelques traits bruns comme une châtaigne pas mûre. On l'appelle Chuchute, parce qu'elle passe sans qu'on la remarque plus qu'un léger bruit. Et quand Chuchute est entrée sous les arbres, les oiseaux ne chantent plus. Ils se sont de nouveau assoupis. Nous allons aller au bal ce soir, à l'auberge du milieu des bois. Oui, on va bien s'amuser. Mais qu'est-ce que tu as dans la bouche, Chuchute? On ne comprend pas ce que tu dis. Des noyaux de cerises. Des noyaux? Oui, des noyaux de cerises de la tarte que nous avons mangée à midi. Et pourquoi tu les gardes dans ta bouche? Pour les faire rouler contre mon palais. Il est plus grand que je pensais. Voilà, je les ai mis dans une joue. Parlons du bal. Oh, j'aimerais que Jean m'invite. Je garderai une chaise pour René, à côté de moi. Et toi, ma petite Chuchute? Oh, moi. Je ne veux pas que tu passes ta nuit sur une chaise, toute seule. Mais j'y suis très bien, tu sais, Charlotte. Du moment que la chaise est bien rembourrée et qu'il y a des gâteaux devant moi. Tu peux être heureuse, mais nous avons de la peine de te voir toute seule, avec la table devant toi, comme une barrière infranchissable. Oh, il ne faut pas vous tracasser. Élisabeth réfléchit. Elle se croit toujours obligée de réfléchir avant de parler, parce qu'elle a un grand front blanc, qu'elle désigne alors d'un doigt subtil. Moi, je n'y comprends rien. Nous avons les mêmes parents. Nous devrions être toutes les 3 aussi jolies. Oui, c'est vrai. Mais au fond, si je ne me plains pas, c'est que je dois me trouver aussi belle que vous deux. Comment? On ne comprend pas ce que tu dis, avec tes éternels noyaux dans la bouche. Pourtant, je viens de les enlever. Je disais donc que je dois avoir en moi quelque chose de beau, de très beau même, puisque je ne suis pas jalouse. C'est possible. Mais pour Élisabeth et pour moi, cette beauté se voit. Ça n'a pas d'importance. Elle a trouvé d'autres noyaux. Elle finira par s'étrangler. Tu as raison, Chuchute. La nuit, quand nous sommes couchés, tu viens quelquefois dans mon lit. Je vois alors à peine ta chemise blanche. Oh, je dors à demi, et quand tu me parles tout bas, tout près, je sens sur ma joue ton haleine si douce et si fraîche que je suis chaque fois surprise. C'est comme une bête invisible qui vient de sortir la nuit, ou un bourgeon de fleurs. Hein?
J'ai envie d'allumer la bougie pour voir si c'est bien ma sœur Chuchute qui me parle. Et c'est bien toi? Oh, je sais bien de comprendre, mais je finis toujours par m'endormir avant d'avoir compris. Et je rêve alors souvent qu'un jour, nous serons réveillés par une Chuchute aussi jolie que nous. Oui, seulement quand tu te réveilles, tu ne la vois plus, la bête de la nuit. Il ne reste que la bête du jour. Mais tu vas finir par t'étouffer avec tes noyaux de cerise, Chuchute. Et cela gonfle tes joues. Oh, tu sais, un peu plus ou un peu moins vilaine. En parlant ainsi, les filles du garde ont quitté le domaine de la forêt impénétrable et se trouvent devant un mamelon où se dressent 4 arbres qu'elles connaissent bien. 3 sapins isolés et un hêtre qui annonce le bois de bouleau et les houles de myrtille dans la lumière verte. Charlotte s'approche toujours de ces arbres qui tendent les bras. Vous, au moins, vous êtes tous les 3 aussi grands et aussi verts l'un que l'autre. Et les cimes des sapins se mettent à bruire et à s'incliner. Ils ressemblent à 3 sorciers qui cherchent un secret. Le hêtre, voulant se mêler au conciliabule, profite d'un brusque appel d'air pour tordre ses branches sans parvenir à exprimer de pensées profondes. Élisabeth lui tend l'aide de son grand front. Et si c'était le secret qui rendrait Chuchute jolie? En fait, secret, je crois qu'il va y avoir un orage. À mi-jambe dans le moutonnement des myrtilles, les filles ne parlent plus. Elles se hâtent de presser leurs fourchettes dans les brindilles feuillues pour arracher les baies bleues qui deviendront une confiture noire et, tout en songeant aux tartes et aux chaudrons, Chuchute répète les paroles de ses sœurs. Nous serions quand même plus heureux si j'étais jolie, n'est-ce pas? Ah oui, je te l'assure. Nous ferions n'importe quoi pour y arriver. Alors, il y eut un éclair pâle comme une montagne de neige, puis un coup de tonnerre roulant des blocs gigantesques sur le toit des nuages. Un coup de vent fit voler les jupes des jeunes filles. Elles se mirent à crier, et, juste au moment où Chuchute crachait ses 3 noyaux pour ne pas s'étouffer, elles disparurent. À leur place, il y avait 3 petits arbres. La pluie se mit à tomber drue, sombre, puis de plus en plus claire. Les 3 arbres grandissaient, étalaient leurs branches, leurs feuilles, gonflaient leurs boutons, et quand la pluie cessa, il y eut 3 cerisiers sauvages en fleurs dans le bois de bouleau. Leurs fleurs étaient fines et blanches, comme des petites tasses en porcelaine entre les doigts des branches, et elles avaient l'air de trinquer avec le ciel redevenu bleu. Les 3 cerisiers étaient si frais, si doux, qu'ils faisaient rêver à des jeunes filles, mais aussi vaguement que des jeunes filles font penser à des cerisiers. Vers la fin de l'après-midi, le garde forestier et sa femme se mirent à la recherche de leur fille. Avec le chien-loup, ils suivirent le sentier, arrivèrent au bouleau, et là, ne trouvèrent que 3 fourchettes et les paniers. Le chien-loup tourna, puis finit par s'asseoir parce qu'il avait mal à la tête. On a enlevé mes filles. Des bohémiens, des voleurs d'enfants ou bien des amoureux. Ils ont enlevé mes filles. Ce qui m'étonne pourtant, c'est qu'ils aient aussi emmené Chuchute. Elle n'est vraiment pas assez jolie. Alors ce sont les loups qui les ont mangées. Et ils n'étaient pas là hier. Qui? Et ces 3 cerisiers. Oh. Ah, je le sais. C'est moi qui ai dit à nos filles d'aller y chercher des myrtilles dans ce coin, parce que j'en avais vu. Eh ben, tu aurais pu leur indiquer un autre endroit où il n'y a pas de loups. Toi, garde forestier, tu regardes les myrtilles et tu passes à côté des loups sans les voir. Tu auras pris leurs yeux pour des petites prunes noires. Tu es bien énervée, ma femme. Mais tes 3 filles ont disparu. Et toi, ça ne te fait rien. Mais... Oh, je ne te croyais pas aussi insensible, Édouard. Mais si, ça me fait quelque chose, seulement... Je pense à ces 3 cerisiers en fleurs qui n'étaient pas là hier. Et alors? Nous en reparlerons plus tard. La nuit va tomber, rentrons. Le garde écrasait des herbes et des brumes du soir au bord du sentier. Il ne parlait pas. C'était un grand homme vêtu de vert, habitué aux bêtes de la forêt, sauf aux loups, pour la bonne raison qu'il n'y en avait pas. Il comprenait aussi un peu le langage des arbres, et, suivant l'expression paysanne, ces 3 cerisiers
lui avait dit quelque chose. Seulement voilà, si le garde comprenait le langage des arbres, il avait beaucoup de mal à exprimer ce qu'il avait compris. En ce moment, il savait simplement qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Il le dit à sa femme. Oui, je veux bien le croire. Mais de toute façon, nous n'irons pas au bal, bien entendu. Oh, bien entendu. Le garde ne savait pas pourquoi il avait renoncé ainsi à aller au bal. Mais sa femme, une ancienne citadine, devait avoir de temps en temps des raisons qu'elle ne pouvait pas plus expliquer que lui les siennes. Ils vivaient tous les deux assez heureux grâce à cette mutuelle incompréhension. Le soir, les sentiers et les routes de la forêt furent piétinés par des gens et des carrioles qui se rendaient au bal. On avait mis des guirlandes de sapins autour de la salle. Les petites tables en bois furent bientôt entourées de jeunes gens et de jeunes filles et ressemblèrent chacune à une grosse fleur avec un centre de carafe de vin. On dansait sous les lumières jaunes, on buvait, on riait, pas tout le monde cependant. Antonio, le joueur de clarinette, tout en soufflant des trilles gaies comme des chatouillements, regardait avec dédain cette foule agitée au gré de ses petites notes aiguës. Il était si dégoûté de ces amusements qu'au moment où les musiciens se dispersèrent pour se reposer et boire un coup, il dévissa la clarinette et la mit soigneusement dans sa boîte doublée de velours, en marmottant: Dire qu'un musicien comme moi est obligé pour vivre de faire danser son âme comme un ours au son d'un tambourin. Mais mon âme sauvage ne veut plus continuer. Je vais aller dans la forêt, dans la patrie des âmes, des musiciens. Ah, les grands arbres, les petites violettes, les digitales. Elles ne se déploient pas pour faire enrager le voisin. Chacun fleurit pour tout le monde, et c'est ce qui fait la beauté des forêts et des musiciens tels que moi. Antonio sortit de la salle sans être vu. La nuit était entièrement noire. L'ostica chamba de la moustica yaseco. Quels sont ces fils qui me chatouillent? Antonio venait d'entrer en contact avec une toile d'araignée qui s'était appliquée à son visage. Puis il vit, suspendue à l'extrémité d'une branche, une araignée verte, lumineuse, comme un des lampions de la salle de bal. Il la regarda un instant agiter ses pattes au bout du fil, et comme il croyait tout comprendre, tant il était sensible, surtout la nuit dans une forêt, il pensa que l'araignée lui disait de suivre le fil phosphorescent. Alors le joueur de clarinette décrocha la petite bête et la mit à terre. Aussitôt, l'araignée rembobina son fil et partit. Derrière elle, le joueur de clarinette enjambait fougères et myrtilles, encore emperlées d'eau par l'orage de l'après-midi. Ils marchèrent longtemps. La lune se leva. Ils arrivèrent ainsi dans le bois de bouleau, où les 3 cerisiers en fleurs éblouissaient l'ombre lunaire. Une goutte d'eau s'était installée dans chaque fleur rose et blanche et les faisait paraître nues, comme des filles dans leur baignoire. Antonio écarquilla les yeux, puis il se mit à prononcer d'une voix de rossignol les mots d'une chanson qu'on chanterait certainement un jour. 3 cerisiers, comme les arbres sont heureux. Quand ils veulent dire à la lune « tu es belle », ils ont des milliers de fleurs pour le dire. Moi, je n'ai qu'une clarinette. Mais je suis un grand musicien. L'ostica chamba de la moustica yaseco. Si Antonio jure de nouveau, c'est qu'il vient de trébucher sur une vieille souche moussue. Il se relève, il a un fil d'araignée accroché aux cheveux, et l'araignée verte, juste devant ses yeux, lui fait encore des signes avec ses 8 pattes. Le musicien se calme, il croit deviner qu'elle veut l'entendre jouer l'air de la chanson en l'honneur des 3 cerisiers sous la lune, et il sourit. Il sort sa clarinette de l'étui de velours, il revisse chaque tronçon, puis, après avoir séché ses lèvres pour ne pas mouiller l'instrument, commence. Il est ému. Je vais jouer pour ces cerisiers en fleurs. Je serai avant l'aube le premier rayon de soleil qui les réchauffera. Quel titre vais-je donner à ce que je vais jouer? Voyons. Quand la lune, c'est elle, et le soleil, c'est moi, se battent pour plaire à 3 cerisiers sauvages. Je vais commencer.
La sticachamba de la moustiquaia seco. C'est sûrement cette araignée verte qui s'est mise dans ma clarinette. Attends, je vais souffler plus fort que le vent du nord à minuit dans la steppe glacée. Elle doit être loin maintenant. Antonio regarde dans la clarinette. Il n'y a plus rien. Il relève la tête. À la place des cerisiers, il y a 3 jeunes filles, avec des tabliers roses, blancs et bleus. Elles se mettent à rire en voyant le musicien dont l'étonnement n'avait pas changé les traits en colère. Puis, comme il va machinalement souffler encore une fois dans sa clarinette, l'une d'elles court vers lui. Ne faites pas de bruit, monsieur le musicien. Nous redeviendrions des cerisiers. Antonio a près de lui une jolie fille blonde. Et un peu plus loin, une jolie fille brune. Et puis, une fille avec une figure pâle qui se confond avec l'écorce du bouleau sur lequel elle s'appuie. Et Antonio caresse fiévreusement sa clarinette parce qu'il s'est si bien habitué au langage muet des arbres et des araignées qu'il ne comprend plus du premier coup le langage des hommes. Pendant ce temps, la fille blonde a continué de parler. Vous êtes très intelligent, monsieur le musicien. L'esprit du clarinettiste devient plus clair. Antonio se passe la main sur la figure pour voir s'il est bien rasé. Vous avez compris l'araignée verte quand elle vous a dit de faire un grand bruit semblable au tonnerre pour nous permettre de reprendre notre forme. Antonio sent sa gorge se serrer. Ce n'était pas une chanson sur les cerisiers que lui avait demandé l'araignée. Il avait mal compris. Pourtant, son 6e sens, son sens d'artiste. Et puis il se rassure en pensant que personne ne connaîtra jamais son erreur. Vous aviez été changé en cerisier, m'avez-vous dit? Oui, les 4 arbres avaient entendu notre souhait. Ils ont voulu le combler en nous changeant aussi en arbre. Ils ont dû se tromper, car vous paraissez satisfaite d'avoir quitté votre écorce. C'est en effet assez pénible d'être un arbre. On ne s'entend plus appeler que cerisier, toujours cerisier, comme si on n'avait pas de nom. Mademoiselle, il n'y a que les animaux domestiques qui aient des noms. Les bêtes sauvages n'en ont pas, mais elles sont bien plus belles. Quelques musiciens, cependant, peuvent se permettre d'avoir un nom, un grand nom, naturellement, tout en gardant les qualités et le cœur des animaux sauvages. Enfin. Et comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Elisabeth. J'ai connu plusieurs Elisabeth et toutes étaient jolies. Et ces 2 jeunes filles qui vous accompagnent? Ce sont mes sœurs. La brune, c'est Charlotte. Charlotte. C'est un nom qui va très bien aux brunes quand elles ont les yeux verts. Et le nom de la dernière que je ne vois pas encore très bien, quel est-il? Chuchute. Mais ce n'est pas un nom, Chuchute. Chuchute. C'est beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Un rayon venu d'un trou de feuillage éclaire Chuchute. Le musicien regarde sa tête aussi blanche que la pâte du boulanger, avec 2 petits yeux presque sans sourcils, une bouche minuscule et un nez un peu pointu. Il retrouve en elle cette beauté impersonnelle qu'il avait admirée dans les 3 cerisiers. La même dans chacun d'eux, la même dans tous les cerisiers de la terre. Et brusquement, il prend une résolution sans réfléchir, comme font les artistes qui se fient à leur 6e sens. Voulez-vous être ma femme, Chuchute? Ne me répondez pas tout de suite. Vous avez le temps d'y penser. Je comprends très bien que vous ne puissiez pas vous décider aussi vite que moi. En attendant, je vais essayer de retrouver l'air que j'allais composer quand vous êtes arrivé. Antonio s'éloigne de quelques pas. Puis il range sa clarinette en grognant. Cette araignée m'a fait oublier le plus bel air que j'ai jamais composé. Oh, vraiment, les grands malheurs n'arrivent qu'aux grands personnages. Pendant ce temps, Charlotte donnait des coups de pied dans les touffes de bruyère qui secouaient leurs gouttes d'eau sur ses jambes. Élisabeth oubliait son front de penseur, mais restait cependant silencieuse. Enfin, elle dit entre ses dents à Chuchute. Naturellement, tu vas lui dire que tu acceptes. Il vaut mieux que ce soit la plus vilaine qui se marie la première. Naturellement. Il a l'air bête. Crois-tu? Alors on entendit la voix d'Antonio qui n'avait rien remarqué parce qu'il se parlait tout seul, comme d'habitude. J'ai les pieds mouillés. Je crois qu'il faudrait marcher un peu pour nous réchauffer.
le groupe quitta le bois de bouleau. Élisabeth et Charlotte avec leur panier vide au bras, alors qu'à celui de Chuchute, il y avait un fiancé. Mais personne, à part le musicien, ne paraissait heureux. Arrivé à la lisière, d'où l'on apercevait la maison du garde forestier, Chuchute se mit à pleurer en pensant qu'elle allait quitter la clairière et en pensant qu'elles allaient y rester. Charlotte et Élisabeth laissèrent couler des larmes. Surpris, Antonio s'arrêta. Pourquoi pleurez-vous? Oh, comme vous êtes laides toutes les trois. Aussi laides que les poulets mal nourris qui courent dans les villages de mon pays. Chuchute, où êtes-vous? Je suis ici, Antonio. Oh, on ne vous reconnaît plus l'une de l'autre. Quelle nuit! Je la commence avec des cerisiers en fleurs et je me retrouve entouré de poulets mouillés. La stica chamba de la moustica seco. Qu'y a-t-il, Antonio? Mon âme d'artiste m'ordonne de vous quitter, Chuchute. Mais vous aussi, Charlotte et Élisabeth. Oh, pauvre Antonio, tu ne t'arrêteras donc jamais de chercher. Mais la souffrance inspire les grands musiciens. En m'en allant, je vais jouer pour vous, pauvres poulets, l'adieu aux cerisiers. Charlotte, Élisabeth et Chuchute traversèrent lentement le jardin. Le grand artiste est parti. Ce fou est parti, veux-tu dire? Antonio est parti. Oui. Dans la maison, la femme du garde soufflait dans le foyer pour faire prendre des brindilles. Quand elle vit ses trois filles mouillées jusqu'aux genoux, elle ne sut quoi faire ni quoi dire. Alors, comme toujours dans ces cas-là, elle appela son mari. Édouard! Édouard, nos filles sont revenues! Le garde forestier se rasait dans sa chambre. Il enleva rapidement la mousse de son visage avec une serviette et descendit dans la cuisine. Quand il vit ses filles, il ne s'étonna pas. Il comprenait vaguement ce qui s'était passé, mais il fut heureux que sa femme parlât. Eh bien, mes enfants, je suis contente de vous revoir. Mais où avez-vous passé la nuit? Vous préférez sans doute d'autres compagnies que celles de vos parents, puisque vous avez disparu brusquement, sans vous occuper de l'inquiétude que nous pourrions avoir. Non. Oui. En effet. Où avez-vous passé la nuit toute seule? Et vos souliers sont couverts de boue. Et vous n'aviez pas de manteau. J'espère que vous n'avez pas attrapé froid. Nous étions 3 cerisiers. Oui, trois cerisiers. Il y eut un silence. Puis, le père dit entre 2 bouffées de pipe. 3 cerisiers. Nous, naturellement, 3 cerisiers. Je sais bien que nos filles ne sont pas dévergondées. Mais elles n'auraient pas passé la nuit dehors si elles n'avaient pas été changées en cerisiers. Vous venez d'entendre « Fermez vos cahiers » avec le concours de Jean Negroni, Edith Scob, Jean-Pierre Litouac, Rosine Favet, Catherine Georges et Suzanne Michel. Chef opérateur du son Guy Louvet, collaboration technique Jean-Claude Hoffmann, assistant Daniel Long. Réalisation José Pivin.